Nous avons Vince United parmi nous. Salut Vince, bonsoir, tu nous entends? Salut, vous m'entendez aussi ou pas? Oui, oui, ça va, ça va. Nickel. On disait que voilà, tu avais un petit problème technique pour te connecter, mais bon, ça va maintenant parce que pour te connecter depuis la France, pour rejoindre nous, les Mauriciens, là, il y a plusieurs milliers de kilomètres, on comprend, on comprend. Salut chez vous. Salut à tous ceux qui me disent bonjour. Nos fans qui nous regardent sur Facebook surtout. Et ben voilà, juste, je sais que je voulais que tu te présentes, mais là, l'honneur est à nous de te présenter rapidus à nos fans et ensuite à toi la parole, Vince. Est-ce que ça, c'est bon? Ouais, allez-y, pas de souci. Good. Voilà, Vince United, pour ceux qui ne savent pas, passionné de football et créateur de contenu de Renault, Vince est un fervent supporter des Red Devils. Présent sur les plus grandes plateformes numériques telles qu'Instagram, YouTube, TikTok, Twitter et Spotify, ben, Vince a su se démarquer en partageant sa passion pour le ballon. En moins de 3 ans, messieurs, dames, Vince a publié pas moins de 490 vidéos, rassemblant une communauté de plus de 12 700 abonnés sur sa chaîne YouTube et cumulant plus de 1,5 million de vues. Et oui, détrompez-vous, c'est plus que la population de l'île Maurice. Grâce à son talent et son engagement, il s'est imposé comme l'un des créateurs de contenu footballistique les plus influents en France. Messieurs, dames, nous sommes ravis de l'accueillir ce soir en tant qu'invité spécial de notre analyse d'avant-match traditionnelle de la Mauritius United Army. Et nous avons hâte de partager ce moment avec toi et tous les fans qui nous regardent, Vince. Bienvenue à l'île Maurice. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Quelle présentation, dis donc. Quelle présentation, parce que ici à la Mauritius United Army, c'est toujours du haut niveau. Le meilleur fan club de l'île Maurice, Vince. C'est vrai que j'ai vu tu sais que sur YouTube, on peut voir les statistiques de l'audience. Et dedans, il y a des Mauriciens, donc c'est marrant. Je pense qu'il y en a peut-être qui voient un petit peu qui je suis déjà. En tout cas, t'as tout dit finalement sur mon profil de créateur de contenu et puis de supporter de United. En tout cas, ouais, j'aimerais bien un jour venir aussi chez vous parce que ça a l'air chouette. Et bien puis sûr, excuse-moi, je disais que c'était bien qu'il y avait aussi. Ça permet de se rendre compte que finalement, la dimension du club, elle est largement extra anglaise et que ça touche vraiment partout. Donc c'est vraiment génial. Ça permet de discuter avec des fans francophones ou autres du monde entier. C'est aussi la beauté de cette passion-là. Et oui, définitivement, Vince. Ici à l'île Maurice, on est multilingue. Je ne dirais pas bilingue, mais multilingue. On parle le créole, le français, l'anglais, le bhojpuri, l'arabe et tout. Mais surtout le français, vu qu'on est là, pas de barrière de langage. Et sans plus tarder, Vince, on est déjà dans le vif du sujet avec nos fans aussi, qui nous regardent avec passion et qui nous posent beaucoup de questions et qui nous envoient aussi des messages. Ben, vu que tu connais déjà l'état de Manchester United actuellement, quel est ton ressenti sur l'équipe? Le ressenti, il est assez négatif quand même. On va pas faire comme si tout n'était pas un petit peu tourné vers le pessimisme en ce moment. Mon regard, c'est que finalement, depuis le rachat du club par Ineos, rachat partiel, je précise quand même, il y a toujours les Glazers qui sont majoritaires, faut pas l'oublier. Il y a quand même une dynamique sportive qui a beaucoup changé dernièrement. Je parle en termes de gestion plus qu'en termes de vraiment contenu footballistique qu'on voit sur le terrain. En tout cas, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu comme un choc au sein du club. Je pense que c'était attendu de la part de tous. Et puis maintenant, en observant un petit peu l'attitude des joueurs, en constatant aussi les récents changements au niveau du management, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre un petit peu en place depuis, on va dire, 1 an et demi à peu près. Ou une grosse année, on va dire, qui forcément entraîne, qui dit gros bouleversement, dit aussi forcément pas mal de difficultés à s'adapter pour certains, en parlant des joueurs, mais aussi potentiellement les fans, puisque les résultats sont très mitigés, si ce n'est dernièrement plutôt très mauvais. Et c'est sûr et certain que
le chantier qu'on nous annonce depuis un bon moment au niveau de la constitution de l'effectif, au niveau du style de jeu, au niveau de la mentalité globalement au sein du club, entraîne des gros bouleversements et qui se font ressentir sur le terrain et avec ses résultats. On aurait espéré que ça se passe de façon un petit peu plus douce, mais si c'est on va dire, souffrir maintenant pour mieux rebondir plus tard, et on n'a qu'à prendre notre mal en patience. Et oui, souffrir maintenant pour être récompensé dans l'avenir, c'est ce que Sayad aussi disait un peu plus tôt dans le live, dans l'analyse d'avant-match. Et là, avec Ruben Amorim qui est là depuis quelques mois maintenant, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est l'homme de la situation pour relancer cette équipe de Manchester United, Vince? C'est ce qu'il dit lui. C'est ce qu'il dit lui. Moi, je suis beaucoup plus mesuré par rapport à ça parce que déjà, les résultats sont totalement opposés ou dans un sens totalement contraire à ce que lui nous annonce. Même si on nous promettait finalement des difficultés immédiates, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi catastrophique, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans les résultats. Et est-ce que c'est lui l'homme de la situation? Tout de suite, c'est compliqué à dire. C'est l'avenir qui nous le dira finalement. En tout cas, on ne peut que observer qu'au niveau de la gestion du vestiaire, il fait des choix forts, que ce soit vis-à-vis de Marcus Rashford, que ce soit vis-à-vis un temps de Kobbie Mainoo où au début, il a vraiment exigé que Kobbie Mainoo fasse ses preuves avant de lui donner pleine confiance et de l'aligner sur des 11 titulaires. Vis-à-vis de Garnacho, qui était finalement aussi, lui, plutôt sur la pente ascendante à United, avec un statut qui commençait un petit peu à gonfler, qui a été cassé tout de suite, même avec des cadres comme Casemiro, où au final, à force de pas forcément donner pleine satisfaction, Casemiro, il se retrouve maintenant à ne plus jouer au football. Donc voilà, en tout cas, il fait des choix forts, il a une vision qu'il cherche à imposer, que ce soit par rapport aux attentes qu'il a vis-à-vis des joueurs, ou par rapport au dispositif qu'il veut mettre en place pour l'animation du jeu. Donc par rapport à ça, au moins on ne pourra pas lui reprocher de ne pas assumer pleinement ses idées. Il a au moins le mérite d'aller jusqu'au bout. L'avenir nous dira si c'était ce qu'il fallait ou pas. Oui, et comme tu dis, ce que dit aussi de Ruben Amorim, qui dit que voilà, il est là pour avoir du succès, il va persister avec sa philosophie et son savoir-faire. Et tu as tout à fait raison. Et il y a aussi les jeux qui doivent adapter au système d'Amorim et avec des entraînements rigoureux, avec une discipline hors pair qu'il apporte dans les vestiaires, sur les terrains de foot, le centre d'entraînement, etc. Mais juste avant de passer à la prochaine question, au prochain topic, je lis un peu quelques commentaires de nos fans. Il y a Jamil qui dit que voilà, il y a un manque de créativité dans notre milieu de terrain. Il y a aussi un problème en attaque, Jamil Pirou. Il y a Tangavel, un autre fan qui dit que voilà, la saison est déjà finie et qu'on ne peut pas espérer grande chose. Il y a aussi Nouroudine et Tangavel aussi qui dit bonsoir Vince. On t'accueille avec beaucoup de plaisir, Vince. Akshay qui dit bonsoir Vince. Nouroudine dit il y a que des pros là sur le live. Sanjay qui dit et oui, un petit mention pour le 6 février du crash de Munich de 1958, Vince. En grand respect à tous ces grands joueurs et voilà. Et bonsoir Vince de Zakaria, Jamil. Bonsoir Vince et bienvenue sur ce live. Tu es très populaire Vince ici à Maurice, on ne savait pas même pas. Ça fait plaisir. Pas aussi, hein. Voilà, et Kevin Tokudas qui t'avait contacté, notre cher ami qui a su aussi la régie, le Head of Live de la Mauritius United Army qui dit bonsoir Vince, Antoine Charroux aussi te dit bonsoir. Voilà, tu es très bien accueilli ici à l'île Maurice et surtout parmi nos fans. Et peut-être Sayad veut réagir et te poser une question, Vince. Et oui, salut Vince, moi je suis le vice-président du club, ça fait réellement plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Juste pour répondre sur ce que tu as dit tout à l'heure là, donc est-ce que tu penses que Amorim
est-ce qu'il a raison de rester fidèle à sa décision? Et là, je parle par rapport au choix tactique, la façon dont il joue, parce que là, il sait qu'il n'a pas le joueur pour s'adapter à ses choix tactiques. Et quand tu fais une parallèle par rapport à Rangnick à l'époque, il savait déjà que les joueurs ne pouvaient pas s'adapter à son tactique, donc il a essayé de mettre en place un schéma de jeu pour que les joueurs puissent s'adapter. Mais là, on voit que Amorim est très têtu là-dessus. Ouais, déjà salut Sayad, ça fait plaisir de te rencontrer aussi. Moi je pense effectivement qu'il a raison de rester fidèle à sa philosophie. Il a une idée en tête par rapport à ce qui marche le mieux sur un terrain de football à 11 contre 11, c'est-à-dire ce dispositif avec un milieu de terrain assez mobile, une attaque assez regroupée dans l'axe, et puis surtout une défense, on va dire une défense un petit peu malléable avec des centraux un petit peu polyvalents, surtout les centraux de côté. Donc pour moi, je pense qu'il a vraiment raison de ne pas changer et de ne pas céder à la panique du moment et de se dire on va retourner à ce que les joueurs connaissaient mieux. Non, et s'il faut un jour passer à son système en 3-4-3, il faut le faire maintenant, il ne faut pas le faire dans 6 mois. La saison avait déjà pas très bien commencé. Disons que tant qu'on ne descend pas derrière en Championship et tant qu'éventuellement on fait un parcours intéressant en Coupe d'Europe, voire avec une possible épopée aussi en FA Cup, à voir si ce soir ça va passer. Il sera jugé sur les résultats, mais en tout cas au niveau de la manière, je pense qu'il faut absolument qu'il reste comme ça. Ce qu'on peut en revanche discuter, et ce que moi je discute plus, contrairement à son système et au fait qu'il soit entre guillemets têtu, comme tu disais Sayad, c'est plus le choix de la gestion de certains joueurs, plutôt certaines décisions par rapport au temps de jeu attribué à certains joueurs. Quand on sait qu'actuellement l'attaque est un problème, alors tout à l'heure une autre personne le disait, donc je crois que c'était tes propos qui étaient reportés. Finalement, quand tu sais qu'offensivement c'est faible, quand tu sais qu'au milieu de terrain il y a quand même un petit manque de créativité effectivement, le fait de derrière se priver des seuls attaquants que tu as le week-end, je prends ça comme exemple, mais c'est aussi vrai peut-être pour le choix de, par exemple, de titulariser Diogo Dalot systématiquement sur le côté, alors que il n'est pas spécialement performant, et on pourrait penser que le fait d'essayer potentiellement un joueur comme Garnacho à cette place-là, ou peut-être à l'époque, peut-être donner plus de chance à Malacia, peut-être mettre Mazraoui à gauche pour mettre Anthony à droite, ou mettre Ahmad à droite sur le rôle de piston droit, mettre Mazraoui à gauche quand c'était possible. Ça paraissait peut-être plus proche de finalement des réalités footballistiques en termes de performance. Mais c'est plutôt au niveau de certains choix que je pense qu'on peut potentiellement questionner et discuter de sa gestion, mais sinon au niveau du système, pour moi il faut qu'il fonce, bien sûr. Il faut qu'ils foncent, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Vince, parce que il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont venus et qui n'ont pas pu imposer leur style comme il se doit, parce qu'ils ont dû s'adapter aux joueurs, au profil des joueurs qu'ils avaient à disposition. Et là, je donne 100% raison, tout à fait, que voilà, il faut que Amorim persiste et croit en sa philosophie pour qu'il puisse imprimer. Nawiz te pose une question. Qu'est-ce que tu penses de notre capitaine Bruno Fernandes? La question est très large, mais je vais répondre sur plusieurs aspects. D'abord sur l'aspect technique. Je pense que c'est un joueur sur le terrain qui donne l'énergie nécessaire à cette équipe-là, de manière générale, qui a l'habitude aussi de dépasser un petit peu sa fonction, qui montre quand même une certaine détermination sur le terrain. En cela, pour moi, il incarne finalement cet influx d'énergie, cet influx d'agressivité qui est utile à l'équipe. L'autre aspect technique, mais c'est moins lié à son rôle de capitaine finalement, c'est un petit peu annexe, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il ait des choix parfois plus tournés vers la sécurité, plus tournés vers
la gestion du tempo, la conservation du ballon, chose qu'il ne fait pas suffisamment. Mais pour revenir purement à son rôle de capitaine, c'est vrai que ça pose question. Au moment où ça avait été réattribué, ça avait été retiré à Maguire pour être donné à Bruno, certains disaient que Bruno n'avait pas cet ADN de capitaine, de meneur, que le fait qu'il se plaigne beaucoup sur le terrain, qu'au niveau de son langage corporel, ça soit généralement assez défaitiste, très expressif, beaucoup à chamailler un petit peu, crier sur ses partenaires. Est-ce que c'est toujours finalement le comportement qu'on attend de la part d'un capitaine ? Peut-être pas, mais dans l'immédiat, finalement, quand on réfléchit à qui mériterait plus le brassard que lui dans cette équipe-là, les candidats sont pas évidents. Les candidats sont vraiment pas évidents. Donc voilà, pour moi, c'était relativement légitime de lui donner le brassard. On n'est pas la semaine à l'entraînement. Au niveau du discours, généralement Bruno a le discours qui correspond aux valeurs du club. Donc, pour moi, c'est un capitaine qui a le mérite jusqu'ici d'être régulier dans ses performances, un minimum, d'être investi pour le club et je vois pas de raison pour l'instant de remettre en question ce statut tant qu'il n'y a pas un autre candidat plus légitime qui pointe le bout de son nez. Et juste pour répondre là-dessus, Vince, est-ce que tu penses que dans l'avenir, surtout à partir de la saison prochaine, est-ce que Amorim pourra construire une équipe autour de Bruno Fernandes? Parce que là, pour clair, Amorim, il a une tâche très lourde, c'est de reconstruire une fondation pour l'avenir du club. Est-ce que tu penses qu'avec Bruno, avec nous, tu penses que ce sera l'avenir? Alors ça, c'est une autre question. Pour moi, la réponse est non. Pour moi, la réponse est non, parce que justement, par rapport au deuxième aspect technique dont je parlais, ce manque de penchant gestionnaire dans le jeu. Bruno est très décisif, il est très tourné vers l'attaque, mais je pense qu'il lui manque un aspect de conservation du ballon, de distribution du jeu, de gestion du tempo, qui fait que United aura du mal à développer un jeu régulier, constant et maîtrisé, tant que ce sera lui l'architecte du jeu offensif ou en tant que ce sera lui vraiment le dépositaire du jeu. Moi, c'est quelque chose que je dis quand même depuis un bon moment quand il s'agit de Bruno Fernandes. Il a beaucoup de qualités et le fait de pas forcément faire tourner l'équipe autour de lui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas une place dans l'équipe. Mais selon moi, le jeu ne devrait pas être animé par Bruno Fernandes. De toute façon, c'est quelque chose qui, moi, me saute aux yeux quand, par exemple, Eriksen fait une bonne prestation. Eriksen délivre, finalement, je trouve, ce côté vraiment distributeur du jeu, ce côté gestionnaire que Bruno donne moins. Et je pense que si demain, on avait vraiment aux côtés de Ugarte soit un Kobe Mainoo qui monte en puissance, parce que je trouve qu'il stagne pas mal en termes de progression, Kobe Mainoo, et qu'en termes de langage corporel, parfois ça peut poser question. Si demain on a un milieu de terrain dans ce dispositif de 3-4-3 qui vient justement apporter cette gestion, apporter cette maîtrise technique, apporter cette intelligence dans le jeu, ce QI foot, je pense que ce sera lui le dépositaire du jeu et je pense que ce sera autour de lui que le jeu doit être organisé. En revanche, Bruno Fernandes pourrait toujours trouver une place dans ce milieu offensif, dans les deux qui sont en dessous de l'attaquant. Pour moi, ça ne serait pas du tout incohérent, voire éventuellement de le faire jouer en faux neuf. Moi, c'est une solution qui ne me paraît pas totalement déconnante. Quand c'était un petit peu la tentative de Ten Hag en fin de saison dernière, j'ai trouvé ça pertinent et il semble pas si mal à l'aise dans cette position-là, je trouve. Parfait. Super analyse, Vince, merci beaucoup. Et justement, Nawez et même ça, il y a quelques fans de notre club, de notre fan club, et sont d'accord avec toi parce qu'ils partagent les mêmes avis sur Bruno Fernandes, mais un jeu à 30 ans. Et moi aussi, je pense pas qu'il faut construire autour de Bruno Fernandes, mais depuis qu'il est là, avec 165 buts de contribution, avec 88 buts et 77 passes décisives, il mérite quand même le respect, mais bon, il ne sera pas le joueur autour
autour de qui on va construire l'avenir définitivement. On est tous d'accord avec toi, Vince. Et là, je passe rapidement sur les commentaires. Plein de commentaires ce soir, Vince. Le chat actuellement, on a beaucoup de messages. Je n'arrive pas à suivre. Le chatbox explose avec l'invité de l'heure. Explose parce que peut-être de par ta présence, il y a Gaëtan Babylone, en fervent supporter de United, qui dit bonsoir à vous tous. Le jeu de United est statique et il y a un manque de coordination, tout à fait. Voilà, beaucoup. Il y a Ikran aussi qui dit salut l'équipe, salut Vince, te salue. Et Ikran aussi, juste une petite question à toi et Vince. On sait qu'on a déjà parlé sur Amorim. Et combien, selon toi, combien de temps ça va prendre à Amorim Rapidos pour qu'il puisse mettre l'équipe sur les rails? Alors, il faut qu'on définisse ce que veut dire mettre l'équipe sur les rails. C'est quoi mettre l'équipe sur les rails? C'est-à-dire que l'équipe développe une identité de jeu marquée, ou c'est que l'équipe soit régulièrement candidate au titre, ou à minima régulièrement dans le top 4 en Angleterre? C'est quoi? C'est au niveau du jeu ou c'est au niveau du statut? En fait, c'est un peu des deux parce que, bon, il y a d'abord, ça passe par les résultats d'abord, mais bon. Mais pour avoir le résultat, il faut derrière il y a un style de jeu aussi pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Je dirais que ça doit commencer au niveau du jeu, que ça passe au niveau du statut. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau du jeu, je me dis que dès la saison prochaine, normalement, on doit pouvoir voir des tendances marquées et finalement des automatismes beaucoup plus ancrés, beaucoup plus intégrés par les joueurs. Donc dès la saison prochaine, pour moi, il doit y avoir un style de jeu du Manchester United version Amorim. Pour cette saison, c'est, on va dire, un petit peu le chantier, c'est le laboratoire. Il essaye ce qu'il a essayé, il teste les joueurs selon les positions. De toute façon, l'été prochain, il ne pourra pas remplacer tout l'effectif. Il devra faire avec au moins une bonne partie de l'effectif actuel. Voilà, pour voir si son discours est bien reçu, voir si sa méthode est réalisable. Dès la saison prochaine, on doit voir quelque chose. Et par contre, pour avoir un United de nouveau dominant et de nouveau régulier en Première Ligue, pour moi, il faut attendre encore 2 ans, je pense. Quand on pense que des personnages comme Jason Wilcox, des personnages comme Omar Berrada, qui ont connu des gros succès du côté de Manchester City, sont venus relever un gros challenge dans un club qui était vraiment vraiment dans les choux. Ils jouent aussi leur crédibilité en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant de club. Donc pour eux, c'est vraiment important de faire des décisions cohérentes qui soient dans le sens de la progression de l'équipe. Le côté financier, c'est pour les Glazers. Radcliffe, il investit dans Manchester. C'est, je pense, plus une question de pouvoir, entre guillemets. C'est plus une question de notoriété plutôt qu'une question économique. Voilà, d'image. Voilà. Parce que investir, je crois que c'était à peu près 1,6 milliard d'euros, quelque chose comme ça, pour 25% du club. Tout le monde sait très bien que c'est une opération perdante économiquement. Tout le monde le sait, lui-même le sait. Donc s'il vient, c'est purement pour apporter son image de marque Ineos à Manchester United, faire grossir finalement l'ampleur marketing de son entreprise. Ça, c'est d'un côté marketing économique, mais pas pour Manchester United. Et derrière, pour lui, je pense que c'est une question d'influence, c'est une question de pouvoir, une question d'influence. C'est un challenge aussi, je pense, de vie. Là, avant de passer à la composition de l'équipe, il y a une autre question de Pascal Dacruz, un de nos fervents supporters de Manchester United et qui est aussi un des panélistes officiels de la Manchester United Army. Il dit que voilà, bonsoir Vince, ce soir nous accueillons un visage bien connu en la personne de Ruud van Nistelrooy. De nombreux fans estiment qu'il aurait mérité l'opportunité de terminer la saison en tant que manager
intérimaire de United. T'en penses quoi? J'en pense que c'est une question qui n'aura jamais de réponse. J'en pense que les personnes qui disent ça ont des très bonnes raisons de le dire. Et je les comprends. Mais en même temps, faire durer son intérim jusqu'à la fin de la saison, ça aurait été finalement repousser plus loin un bouleversement, une révolution qui était finalement souhaitée par Ineos et indispensable pour finalement évoluer dans un certain sens. Donc je dirais que la remarque est pertinente, s'entend, mais je pense quand même que c'est bien de s'arrêter là. C'est bien de s'arrêter là parce que ça restera que du positif. Qui sait ce qui se serait passé s'il était resté plus longtemps? Peut-être que les résultats auraient pas été aussi bons que sur les 4 matchs qu'il a officiés. Peut-être que sa légende aurait été un petit peu potentiellement ternie par une aventure managériale qui se finit mal. Là, au moins, il part en beauté. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Sans plus tarder, je vais partager la composition d'équipe le banc. Et t'en penses quoi sur cette composition et ton analyse sur le match à venir? J'en pense que je suis content de voir un attaquant au poste d'attaquant, déjà. C'est une première bonne nouvelle. Globalement, la solution qui est retenue en défense, et je pense que c'était une grosse interrogation avant ce match-là, suite à la blessure très grave de Lisandro Martinez, c'est de savoir comment aller s'adapter à Morim. Je pense qu'il retient la solution, pour moi, la plus pertinente et finalement la plus sécurisante pour l'équipe, c'est-à-dire basculer Mazraoui sur ce rôle de défenseur central de côté, dans lequel c'est là où il performe le mieux depuis ce remaniement du système, qui permet aussi de conserver une certaine vitesse dans cette défense-là. Certaines personnes auraient pu potentiellement envisager de mettre De Ligt et Maguire ensemble. On aurait perdu en vitesse et je pense que même en termes de tactique, de positionnement, on aurait peut-être été perdant. Donc au niveau de la défense, personnellement, ça me plaît. Au niveau du milieu de terrain, j'ai un peu de mal à saisir la pertinence de mettre Bruno Fernandes. Alors c'est ce qui est annoncé derrière. Est-ce que c'est ce qu'on verra sur le terrain? Je ne sais pas. Mais le fait de mettre Bruno Fernandes dans ce milieu à deux avec Ugarte, pour moi, ça fait moins sens que de mettre Kobbie Mainoo dans ce milieu-là avec Ugarte. Les matchs qu'ils ont joués ensemble dans ce dispositif-là ont plutôt été concluants. Et je trouve que Bruno Fernandes est beaucoup plus utile quand il s'agit de faire le dernier geste juste dans les 30 derniers mètres, quand il s'agit d'apporter cette patte créative. Je pense que s'il part de plus bas, il sera moins bien placé pour apporter cette petite précision qui manque justement concernant des Kobbie Mainoo parfois ou peut-être un joueur comme Højlund également. Donc c'est la petite modification que je ferai, mais sinon sur le reste de l'équipe, j'ai pas grand-chose à redire. On aurait pu éventuellement imaginer un scénario dans lequel, alors Garnacho, je crois qu'il est sur le banc. Il est sur le banc, oui. On aurait pu éventuellement envisager un scénario dans lequel on met Amad Diallo piston droit en mettant Dalot remplaçant, et puis mettre Bruno Fernandes à droite dans le milieu offensif avec Garnacho à gauche, conserver Højlund titulaire ou Zirkzee. Mais voilà, je pense que la composition est quand même pas mal. C'est très intéressant de voir directement Dorgu trouver une place de titulaire. On pourra vraiment le jauger dans un match qui sera sûrement ouvert, avec une adversité quand même abordable. Donc voilà, il y aura beaucoup d'enseignements, je pense, à tirer de ce match-là. Parfait, Vince. Et aussi peut-être ce Mainoo que tu voulais qu'il débute à côté d'Ugarte. Peut-être qu'il a fait référence à une belle performance face à Steaua Bucarest, FCSB, où il a joué en quasiment 10 et il a contribué à l'animation offensive de l'équipe. Peut-être qu'il capitalise sur cette performance et il a même dit que en Mainoo avancé, c'est un Mainoo qui est plus productif. Ça s'entend. C'est pas mon avis, mais ça s'entend.
Il aurait aussi pu capitaliser sur le gros match de Rasmus Højlund face à Bodo Glimt en Ligue Europa pour lui assurer un petit peu plus de continuité. Il l'a pas fait, donc quand on voit le match, on va dire mitigé ou en demi-teinte de Mainoo face à Crystal Palace le week-end dernier, pour moi, la bonne impression, la bonne performance face à Bucarest est potentiellement en partie remise en question. Oui, remise en question parce que aussi face à Crystal Palace, Ruben Amorim a positionné Mainoo quasiment en numéro 9. Et Totalement. on a vu, omis les 10 premières minutes du match, Mainoo, voilà, c'était éclipsé. On n'a pas vu Mainoo pendant tout le match. Il y a Zakaria qui dit, voilà, une dernière question peut-être pour toi, Vince. Quels sont les postes qu'on va devoir être actifs dans le prochain mercato? Et voilà, ensuite, il y a d'autres fans qui te disent bonsoir. Voilà, et même temps Gavel, on n'a pas fait la même erreur qu'avec Oulé. Et Nawes qui dit, mais nous étant trop jeunes, il ne faut pas l'oublier. Et juste rapidos, Vince, quels sont les postes à renforcer pour le prochain mercato? Poste d'attaquant axial, numéro 9, à renforcer. Je pense que ce deuxième rôle de milieu de terrain en côté de Manuel Ugarte est à renforcer. Et je pense que un des postes de milieu offensif est à renforcer. Pour moi, je vois 3 positions comme ça où il faut vraiment agir pour avoir plus de volume et plus de maîtrise au milieu de terrain à côté d'Ugarte qui lui apporte déjà ce combat, ce volume. Apporter une touche de finition que un Garnacho n'est pas capable d'apporter pour l'instant. Et puis apporter l'envergure et puis le sens du placement qui pour l'instant fait défaut à la fois à Højlund et à la fois à Zirkzee sur le poste de numéro 9. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Vince. Poste de numéro 9, en numéro 8 et aussi en numéro 10. Et à suivre. Espérons que voilà, le board va essayer d'investir et soutenir notre entraîneur, le cher Ruben Amorim. Et juste avant qu'on clôture, Vince, quel est ton pronostic pour ce soir face à Leicester? Je veux dire victoire 2-1. 2-1. Ok, ouais. Ok, parfait. Et buteurs, quels seront les buteurs pour ce soir? Buteur, on va dire Amad Diallo et Rasmus Højlund. Amad Diallo et Rasmus Højlund et un but. Malheureusement, Ruud van Nistelrooy sera sur le banc. Il ne pourra pas marquer contre nous. Voilà. Merci beaucoup, Vince, pour ta présence. Ce fut un plaisir de t'accueillir ce soir pour ce débat enrichissant. Et nous espérons te retrouver dans d'autres émissions organisées par la Mauritius United Army. Et pourquoi pas un match en direct dans notre lieu habituel à Extract City en présentiel si tu viens à l'île Maurice un de ces jours. Et nous te souhaitons beaucoup de succès et une bonne continuation dans tes efforts pour notre cher club Manchester United. Vince, merci beaucoup. Bonne soirée à toi et merci encore une fois de la part de toute l'équipe, de tous les fans, de tous les followers. Voilà, Vince. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Vince. C'était un réel plaisir. Bon match. À la prochaine.